Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Alors, nous faisons maintenant place à notre chronique oculovisuelle des cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière. Nous sommes avec le docteur Jaël Saint-Jacques. Bonjour, Jaël. Bonjour, Michel. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Oui, merci. Jaël, comme les 2 dernières semaines, nous sommes à présenter les appareils qui font partie de tous les tests qu'on peut passer pour déceler soit des problèmes de vue, de vision, des problèmes des maladies qui peuvent se détecter. Puis, pour le docteur, je pense c'est plus facile pour vous de procéder à certains examens. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler de le champ visuel automatisé. Exactement. Qu'en est-il? En fait, cet appareil-là ici, c'est un appareil de champ visuel. Le champ visuel en soi, c'est l'étendue de vision périphérique, finalement. Donc, cet appareil-là nous permet de faire des mesures de dépistage et des mesures approfondies ou des mesures qu'on appelle de seuil du champ visuel. Alors, on va vous expliquer la différence entre les deux, évidemment. Mais c'est un test que je vais faire quand même d'emblée en dépistage à tous mes patients lors de leur examen visuel complet. On doit s'assurer de l'étendue du champ visuel. À chaque fois? Oui, chaque année, à tous les examens visuels, on passe un test de champ visuel de dépistage. Donc, ça fait partie là, de ce qu'on doit évaluer pendant notre examen. Chez certaines personnes, quand on soupçonne un certain problème en particulier ou qu'on a une condition particulière, on va aller faire un autre type de test. Donc, dans l'appareil, il y a un ordinateur et il y a toute une série de tests qu'on peut faire dépendamment des conditions. Il y a le test de base de dépistage, mais il y en a tout plein selon nos besoins finalement. OK. Moi, ce que je regardais, là, c'est très profond, donc il n'y a presque rien, mais c'est de voir. En fait, c'est une coupole. On appelle ça une coupole hémisphérique. Alors, quand on le fait, le patient appuie son menton et son front, donc va carrément s'installer là, dans la coupole. Il va fixer la petite lumière jaune-orangée au centre et on lui remet la manette ici et il va appuyer sur le bouton. Chaque fois que l'appareil lui présente une lumière, il va apparaître des points lumineux blancs un peu partout à travers le champ visuel dans la coupole. Donc, chaque fois qu'il voit apparaître un point, il doit appuyer sur le bouton, mais toujours en fixant la cible jaune au centre pour qu'on puisse vraiment évaluer l'étendue de son champ de vision. Donc, dans les tests de dépistage, la petite lumière qui apparaît, elle est toujours de même intensité. C'est une lumière assez brillante. C'est juste pour aller s'assurer que le patient a un champ visuel complet. Dans nos tests de seuil, ce qu'on peut faire, je vais redéposer ma petite manette. Donc, dans les tests de seuil, l'appareil va présenter des lumières de différentes intensités. Des lumières très brillantes, mais aussi des lumières très, 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 très faibles. Alors, on va mesurer quelle est la lumière, quelle est la plus faible intensité lumineuse que vous êtes capable de percevoir un peu partout dans le champ visuel parce que certains problèmes comme le glaucome, justement, avant carrément d'être complètement aveugle dans une partie du champ de vision, va entraîner une perte de sensibilité. Alors, au lieu de percevoir ces petites lumières-là toutes pâles, ça va nous en prendre des plus brillantes que la moyenne des gens pour être capable de les voir. Alors, ce test de champ visuel-là va, par exemple, nous permettre de détecter de façon précoce des pertes visuelles associées au glaucome que le patient ne se rend pas compte encore dans son quotidien. Ça nous permet de pouvoir référer le patient, puis peut-être pour lui là, de débuter des traitements pour éviter qu'il y ait des pertes irréversibles puis qu'il s'en rende compte dans son quotidien. Bon. Maintenant, j'ai déjà passé ce test-là. Oui. Est-ce que des fois, on est là, puis on la voit pas, on sait pas, on pèse pas, est-ce que ça va nuire à notre test? Oui. Bon, probablement que je suis pas le seul qui aurait senti ça. Est-ce que tout le monde... Il y a sûrement beaucoup de gens à la maison qui nous écoutent puis qui l'aiment pas, ce test-là. Non, effectivement. je fais partie de ceux-là. Parce que, bon, ça prend quand même quelques minutes. Le test de base, là, c'est un 3 minutes par œil. 3 minutes, ça a l'air de rien, mais quand on pèse sur un bouton à regarder des lumières, ça peut être long un peu, effectivement. Mais l'appareil est extrêmement bien fait. Dans le fond, là, nous, on a des mesures pour voir est-ce que la personne, elle fixe toujours droit devant ou est-ce que son œil balaie partout pour aller chercher la lumière. Il y a aussi
aussi ce qu'on appelle des faux positifs ou des faux négatifs. Est-ce que le patient appuie toujours sans même que les lumières apparaissent? Est-ce que le patient n'appuie pas quand il a déjà appuyé pour une lumière qui avait été présentée au même endroit? Et donc, il y a des mesures statistiques de validité du test. Alors, nous, on sait si le test est fiable. Puis, si vous en avez manqué une petite lumière à un moment donné, bien, l'appareil va la représenter pour savoir est-ce que c'est de l'inattention ou est-ce que vraiment le patient ne voit pas à cet endroit-là. Alors, OK, ça va vraiment... jusque-là. Ah oui, OK, c'est vraiment bien fait. Donc, il n'y a pas de danger, de danger, je le mets entre guillemets, là, mais si des fois on a échappé une ou on n'est pas sûr, ou on l'a tué ou on ne l'a pas vu. Donc, ce que je comprends, c'est très intelligent, ces petites machines-là, c'est que maintenant, ils vont le représenter d'une autre façon. Exactement. Pour vous voir ou faire le test autrement. C'est ça. Bien, nous, quand on a l'impression, finalement, des résultats du test, on a nos indices de fiabilité dessus qui nous disent est-ce que le test est fiable, puis je peux vraiment me fier à ces résultats-là, ou est-ce que finalement le test s'est moins bien passé. Puis si mes indices de fiabilité sont moins bons, bien là, je vais refaire faire le test à la personne, soit encore une fois la même journée si elle est en forme puis qu'elle a encore envie de refaire le test, ou on peut, à une prochaine visite, par exemple, le refaire. De toute façon, si le test est fiable et que je détecte quelque chose, je ne peux pas me fier à un seul test, à un seul résultat. Il faut que je vois si c'est répétable sur un deuxième test. Alors, bien souvent, disons, on détecte une petite perte là, qui ressemble à une perte liée au glaucome. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire revenir le patient une autre journée. OK. On va refaire le test pour vraiment valider. OK, pour s'assurer que le test est véridique aussi. Exactement. Qui peut ou qui doit passer? Bon, bien, comme je vous disais, toute personne qui est en âge de conduire, on est aussi bien de s'assurer que son champ de vision est bon. Alors, Oui, ça, c'est important. donc, finalement, je le fais passer d'emblée à tous les adultes lors de leur examen complet, mais aussi à nos adolescents presque adultes là, de 16, 17, 18 ans qui ont un permis de conduire ou qui vont commencer à conduire. Alors, ça fait partie de l'examen de routine. Certaines personnes aussi, les personnes âgées, par exemple, vont recevoir périodiquement un formulaire à faire remplir par la Société de l'assurance automobile du Québec pour valider que leur vision elle est bonne pour la conduite automobile. Alors, il y a un test qui est vraiment spécifique pour la SAC, qui va mesurer vraiment l'étendue du champ visuel là, que la SAC nous demande spécifiquement. Donc, ça, c'est des tests plus de dépistage, je vous dirais. Sinon, on parlait tantôt glaucome. Quelqu'un qui aurait fait un AVC, par exemple, parce qu'un AVC, dans la zone occipitale, au niveau du cerveau, c'est la zone visuelle et ça peut entraîner des pertes au niveau du champ visuel. Alors, suite à un AVC, on doit aller mesurer l'impact. On peut faire un champ visuel pour voir s'il y a eu une perte à ce niveau-là. Certains patients qui vont prendre un médicament qui s'appelle, par exemple, le Plaquenil. C'est un médicament qui est pris régulièrement chez les gens qui souffrent d'arthrite. Ce médicament-là peut avoir un impact sur la macula, la zone centrale de la rétine. Alors, on fait passer un test spécifique maculaire pour aller voir est-ce qu'il y a une perte de sensibilité, une perte de vision au niveau de la macula à cause du médicament. Et là, on communiquerait, par exemple, là, avec le médecin. Donc, il y a certaines conditions oculaires et il y a certaines conditions générales de santé ou certaines prises de médicaments qui vont nous indiquer des tests plus spécifiques à passer. OK. Maintenant, cet équipement-là, cet appareil-là, on a vu l'OCT, on a vu le Eye Profiler, pardon. Est-ce que qu'un patient vient ici, il doit passer tous ces appareils-là ou c'est vraiment spécifique à chaque visite? Comment ça fonctionne? Bien, il y a certains tests qu'on fait d'emblée, comme le champ visuel. Habituellement, lors de votre examen complet, vous pouvez vous attendre à le faire. Exactement. Okay. Le Eye Profiler, pour la topographie ou la barométrie, c'est plus au cas par cas selon les plaintes du patient, selon mes résultats des autres tests à l'examen standard. Si les patients n'ont pas passé le Eye Profiler, est-ce que vous allez leur faire passer ou si ça devient une spécificité ou un examen que vous pouvez demander parce que vous avez vu autre chose dans un autre examen? C'est ça. C'est plus quelque chose que je vais faire passer, par exemple, suite à ce que le patient me donne comme plainte. OK, c'est pas automatique. Non, okay. Effectivement. L'OCT, celui-là, c'est sûr que la photo, comme on disait, c'est bon d'avoir au moins une photo de base au dossier. S'il y a des conditions à suivre, on peut les prendre plus régulièrement. Sinon, on n'est pas nécessairement obligé de la faire à chaque visite du patient s'il n'y a pas de conditions qui le justifient finalement.
Donc, tous ces appareils-là vous donnent une belle lecture de l'œil du patient pour vous faire une bonne idée sur la façon de traiter ou la façon de pouvoir conseiller aussi. Là. Exactement. Bien, Parce que votre nous, rôle, c'est ça, c'est dans le fond de conseiller pour la qualité de vie du patient. la prévention, préserver la vision Oui. à long terme. Donc, pour nous, ça a toujours été une priorité de se tenir à jour, de se tenir à la fine pointe. Et ces instruments-là nous permettent de détecter de façon encore plus précoce puis d'assurer le maintien de la santé de l'œil le plus possible. Ces chroniques-là nous auront appris, ces 3 dernières chroniques, à mieux comprendre à quoi servent ces appareils. Hein? Mais tant mieux. Merci beaucoup, Ça me Dr fait Saint-Jacques. plaisir. Alors voilà, ben c'est la fin pour aujourd'hui de cette chronique oculo-visuelle. C'est très intéressant. La semaine prochaine, on va parler de verre fumé ou verre teinté. Verre fumé, verre Solaire. teinté? Hein? Vers solaire. Verre solaire. Oui. Alors, c'est ce qu'on regarde pour la semaine prochaine. Pour l'instant, je vous invite à poursuivre et à écouter nos chroniques oculo-visuelles qui sont présentées par les cliniques d'optométrie Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci.